Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Intel 12e génération, on va parler de la consommation des performances et on va faire un petit peu le bilan de tout ça. J'ai vu des gens se plaindre un petit peu de pas mal de choses que je trouve pas vraiment logiques. Donc je vais vous faire part de mon point de vue tout de suite après l'intro, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Intel 12e génération. Comme vous savez, ils sont sortis à peu près la semaine dernière normalement. Et il y a eu pas mal de tests, il y a eu pas mal de vidéos qui en parlaient. Moi, j'ai pas d'exemplaire de test tout simplement parce que ça coûte un rein. Voilà, et que j'ai pas la communauté assez grosse pour en avoir un. Par contre, j'ai adoré suivre un petit peu la remontada d'Intel, puisque tout le monde dit qu'Intel est remonté, mais on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de la consommation de la chauffe. Alors du coup, cette vidéo elle va se présenter de cette façon. On va voir un petit peu comment est composée la nouvelle armada de chez Intel. On va parler ici que des processeurs overclockables, étant donné que c'est que qui nous intéressent la plupart du temps chez Intel. On parlera peut-être s'ils sont très intéressants des i5 et des i3 qui sortiront après. Après, on va voir justement un petit détail des performances. Alors là je suis allé les chercher sur Cocottland qui avait fait un article, donc voilà, c'est sur Cinebench20. Voilà, on va dire que d'un site à l'autre les scores ils bougeaient, donc j'ai préféré directement prendre ceux d'une seule review, et là du coup j'ai pris une review française en plus. Après on va parler de la consommation, et puis après je vous propose qu'on fasse un petit peu le tour justement de cette consommation, comment on devrait la calculer, pas comment on devrait la voir, et puis après on finira avec les prix et mes conseils éventuellement pour ceux qui seraient fans de cette 12e génération. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. On sait que la semaine dernière, Intel a sorti la 12e génération. On retrouve ici le i5 12600K, le i7 12700K et le i9 12900K. Ils ont tous des cœurs plus performants et des cœurs économiques entre guillemets, mais en fait c'est juste des cœurs classiques qui consomment moins. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'Intel a fait un bon coup ici, parce qu'au début on la voyait venir à la ARM avec des très gros cœurs et des petits cœurs qui avaient carrément même pas la même architecture. Et on sait tous comment Windows gère un petit peu ce genre de choses, c'est-à-dire avec les pieds. Voilà, je le sentais très mal pour cette 12e génération, alors voyant le coup arriver un petit peu que ça allait foirer, j'ai pris un 10 000. Tu vois, mais en fait au final j'aurais pu prendre un 12 000 sans trop de crainte. Enfin, très bonne surprise pour moi qu'Intel a fait ça comme ça. Au final ça changeait pas grand chose sur toute l'architecture, ils avaient juste envie de dire bah écoutez, on va mettre beaucoup plus de cœurs, tout simplement. Ils auraient dit ça, c'était pareil. Pour le i5 on se retrouve donc avec 6 cœurs performance qui sont hyper tradés, donc ça simule 12 cœurs performance, et on se retrouve à côté 4 cœurs économiques. Alors du coup ça nous fait un total de 16 threads qui, soit dit en passant, faisait un ancien i7 ou un Ryzen 7 5800X. Tu vois, le i5 il est un petit peu remonté dans l'estime, on va dire. Après on a eu le i7 qui lui est passé avec toujours ses 8 cœurs 16 threads performance, et puis à côté on va avoir 4 cœurs basse consommation, on va dire. Voilà, et du coup lui ça le fait monter à 20 threads, donc il prend un grade en plus. Là on le retrouve à côté des cœurs par exemple d'un 10900K, on se rappelle il avait 10 cœurs aussi. Et puis à côté on a le i9 12900K qui lui est à 8 cœurs 16 threads en performance plus 8 cœurs économe en énergie, donc ça lui fait un total de 24 threads ici. Au niveau des fréquences c'est à peu près comme d'habitude, les i9 ont droit à des boosts qui vont à un peu plus de 5 GHz, et puis i5 lui sera limité à 4,4 4,5 GHz. Je connais pas tous les boosts par cœur, mais c'est à peu près ça. Et les cœurs basse performance boosteront en général un petit peu en dessous de 4 GHz, et puis voilà, c'est à peu près tout pour le tour des fréquences. Je n'ai pas trouvé que les fréquences a été un bon astronomique, on reste dans la base, de toute façon un processeur qui après les 6 GHz d'un coup ce serait pas normal non plus. Donc voilà, et au fond 5 GHz, déjà on se plaint de la consommation, donc je vois très mal un processeur sortir à 6 GHz sans pour autant consommer 800 watts, tu vois. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour justement de cette architecture, qu'est-ce qu'on relevait au niveau des scores? Du coup je vous mets un graphique avec tous les scores que j'ai pu relever sur Cocottland, là voilà, et donc c'est sur Cinebench20. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? On voit que le i5 il torche tous les Ryzen jusqu'au Ryzen 9 5900X, qui est quand même pas mal au-dessus le 5900X. Après on va voir le i7 qui lui est légèrement au-dessus du 5900X, et après on va voir le 12900K qui lui torche tout le tableau, donc comme ça il n'y a plus de problème. Voilà, c'est à peu près le bilan qu'on fait sur chaque test, chaque benchmark quasiment. L'avantage qui est ressorti la plupart du temps de ces gros processeurs de chez Intel maintenant, c'est que pour l'encodage vidéo ils sont vraiment pas mauvais. Alors j'ai envie de vous dire, on s'en fout un peu. Voilà, il y a plein de gens qui ont dit ouais pour streamer c'est la balle et tout, c'est le feu. L'encodage vidéo par processeur est légèrement meilleur graphiquement, mais au niveau de la performance, oui vous voyez plus trop la différence, mais les cartes graphiques ça encode mieux quoi. Enfin, personnellement c'est mon avis là, mais voilà, déjà sur Premiere Pro, je veux pas être méchant, quand ils ont sorti l'encodage par carte graphique,
vous mettez 3 fois moins de temps que votre processeur qui avait 12 cœurs ou 16 cœurs, tu vois ce que je veux dire. Je vois mal encore une fois pourquoi on s'embête encore à tout miser sur le processeur, qui fera certainement le boulot un peu plus proprement que la carte graphique. Et si on optimisait un peu mieux les cartes graphiques pour le faire, on gagnerait énormément de temps puisqu'elles sont prévues pour traiter de l'image tout le temps. D'ailleurs, on a bien vu que quand Nvidia a sorti son encodeur pour le stream, bam, zéro problème, quasiment directement dans la foulée, tout le monde s'est mis à streamer avec parce que c'était tellement 10 fois plus performant que le Pro. Pourquoi se prendre la tête quoi? Premiere Pro, ils ont fait pareil, ils ont ajouté un petit peu le même genre d'encodeur pour encoder les vidéos, 3 fois moins de temps. Tous ceux qui avaient les licences Premiere Pro et qui avaient une bonne carte graphique de chez Nvidia, ils n'ont pas hésité 20 ans à passer sur la carte graphique. L'encodage par processeur sera légèrement plus qualitatif, mais dans le fond, la plupart des gens n'auront pas le nez collé à l'écran pour voir ah le pixel là il est légèrement plus clair que normalement. Moi je trouve que le rendu est un peu moins brut, sauf les mecs qui font vraiment du cinéma de ouf, et auquel cas ils ont le budget pour mettre que du processeur de fou furieux quoi. Faut de tout pour faire un monde, mais personnellement je suis plus pour l'encodage par carte graphique que par processeur, mais c'est toujours bien de voir l'évolution par processeur aussi. Donc maintenant qu'on a vu ces performances incroyables, je voudrais qu'on parle un petit peu de la consommation de ces processeurs. D'ailleurs en parlant de la consommation, je vais vous faire un Gigatech bientôt, donc oui j'ai essayé d'en faire un par an à peu près du Gigatech. Gigatech pour tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne, en gros c'est un format qui est un peu plus long que d'habitude, donc on est sur une vidéo de 30 minutes. Il parle d'un sujet ou d'une technologie très intéressante que je voudrais mettre en avant, et le prochain va s'attarder sur la consommation de nos PC. Alors on va parler un petit peu de comment ça marche une alimentation, comment on calcule l'alimentation de son PC. Je vais vous montrer comment on peut voir combien coûte un PC par an en électricité. D'ailleurs moi ça m'a un petit peu choqué. Et puis pour les écologiques d'entre vous, on va voir l'empreinte carbone d'un PC et combien de kilomètres vous aurez pu faire avec votre voiture pour remplacer le PC. Parce qu'honnêtement des fois il y a des PC vous pouvez faire 5000 km en voiture avant de polluer autant à l'année quoi. 5000 km en bagnole, il me semble que c'est beaucoup quand même. Voilà, c'est à peu près la distance qui sépare la France des États-Unis. Donc je suppose que cette vidéo devrait intéresser pas mal d'entre vous. Donc je vous invite fortement à activer la cloche des notifications si vous avez envie de la voir. Bon, maintenant retournons à nos moutons. On va parler de la consommation de ces processeurs. Je vous refais un petit graphique d'après Cocotland. Et là du coup, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir que le i5 12600K, alors là je tiens à préciser qu'ils ont débridé toutes leurs cartes mères sur les tests, hein, parce que sinon c'est très rare d'avoir des consommations aussi énormes sur un processeur. Donc oui, quand la carte mère est débridée à bloc, votre processeur peut potentiellement consommer autant. Voilà, donc je me suis dit que c'était intéressant de voir l'extrême de l'extrême. Donc ici on a un i5 12600K qui consomme environ 189 watts en boost max, un petit peu élevé. Après on a un i7 12700K qui lui consomme 228 watts en boost max, c'est encore une fois un petit peu élevé. Et puis après on a le i9 12900K qui lui atteint même les 325 watts, un petit peu énorme. C'est des consommations qui sur le papier paraissent très grosses, mais si vous ai mis justement l'ancienne génération, pour voir qu'au final le i5 de 11e génération consommait seulement 7 watts de moins, donc c'est que dalle. Et après on se plaint aussi du i7 qui consomme beaucoup, il consomme moins que l'ancien. Le 11700K lui consommait 230 watts sur le même test, mais il en consomme 228, donc il consomme exactement pareil. Par contre le 9 là vous avez raison de vous plaindre parce qu'il consomme 50 watts de plus. On va pas se mentir, c'est énorme, 50 watts de plus. Et là du coup on va parler un petit peu mieux de comment on devrait lire la consommation plutôt que comment on le voit actuellement. On oublie quand même qu'il y a eu un énorme bond en cœur, c'est-à-dire que tout le monde dit ouais le i9 il consomme 325 watts, c'est vraiment un bond de ouf, là ils ont cru on travaillait chez EDF ou quoi. Alors que si on remet dans le contexte, le i9 il consomme 325 watts sur 24 threads, là où l'ancien i9 consommait 275 watts sur 16 threads. Donc si on fait un petit peu le nombre de watts par thread, pour le 12900K on est à 13,5 watts par thread, et si on compare au i9 11900K on a 17 watts par thread. Ça veut dire qu'on est quasiment sur 25-30% de consommation en moins, donc c'est une belle évolution d'efficacité énergétique. Déjà Intel sur le i9 ils ont pas tendance à dire bon on consomme pas beaucoup, c'est leur roi, tu vois, genre c'est le mastodonte, faut qu'il tabasse sur le terrain, tu vois. Forcément si quand on ferait la guerre on dirait arrêtez, faut être écologique, je pense qu'ils iraient se battre avec des nerfs les mecs, tu vois, au lieu de sortir des bombes nucléaires, tu vois. Mais là Intel leur but c'est de sortir tout sur la table, de montrer qui c'est le bonhomme, donc ils vont pas dire ah on va faire un truc de fou furieux mais par contre on le bloque à 150 watts. Donc c'est aussi un truc qu'il faut mettre en avant, c'est que oui ils consomment jusqu'à 325 watts, ce que je trouve absolument énorme hein, pour un PC, ça je vais pas vous mentir, mais il faut remettre dans le contexte que quand même ils ont baissé la consommation énergétique par thread quasiment 30%, parce que sinon on avait eu la même, ils consommeraient peut-être quasiment 400 watts le pros. Donc voilà, faut noter quand même une belle évolution là-dessus. Et puis quand ça
ça concerne le i7 et le i5, c'est là où on a gagné le plus parce qu'on arrive à tomber à vraiment beaucoup moins qu'avant. Par exemple, on va voir le i5 12600K que si lui on fait 189 watts au maximum du maximum divisé par ses 16 threads de maintenant, et bon on se retrouve 11,8 watts par thread. Là où l'ancien i5, le 11600K, il tombait à 15 watts par thread. Donc voilà, on a quand même eu une belle efficacité énergétique de gagner. Au rapport efficacité énergétique par nombre de threads, Intel est même passé devant AMD cette année. Donc voilà, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Oui, consomme beaucoup, mais on est quand même plus efficace techniquement par cœur que AMD. Je pense que c'était intéressant de reprendre la chose dans cette vision-là, plutôt que de dire oh là là, mon dieu, ça va juste me coûter cher au compteur. C'était juste là pour dire ça, arrête d'acheter une 3080. Voilà, non, parce que les mêmes mecs qui vont dire ça consomme beaucoup, les mêmes mecs qui vont avoir 2 3080 et qui vont dire ouais, je comprends pas, ça tourne mal en 8K. La plupart du temps, ça va être ça. Et puis maintenant, on va s'attarder sur un autre point qui fait beaucoup de débats, et là je suis d'accord avec tout le monde, c'est le prix. Hein. Voilà, parce que honnêtement, j'ai comparé les deux plateformes de chez Intel et AMD, et là on va avoir 3 kits évolution en gros. Je vous les mettrai dans la description. Un kit évolution pour le i5, un kit évolution pour le i7 et un kit évolution pour le i9. Et après, je vous ai fait un kit évolution Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9. Et en gros, on va comparer les prix. Alors en général, j'ai fait des kits évolution qui sont plutôt costauds, c'est-à-dire grosse carte mère, kit de RAM pas dégueulasse. Comme ça, on peut comparer les prix. Alors le plus intéressant de chez Intel, c'était vraiment le moins cher du moins cher. Là, j'essaie de gratter les sous. C'est le i5 12600K. Si vous le mettez avec une Z690 ultra durable de chez Gigabit, qui est en général pas trop dégueulasse en plus, avec le support de la DDR4. Prenez celle-là et vous lui mettez 16 Go de DDR4 en plus en 3200 MHz, ça suffit largement. Et puis en ventirad, je vous ai mis un NH-U12S parce que c'est l'un des seuls qui a eu le support LGA 1700 assez rapidement. Donc pour l'instant, on se contente d'un gros ventirad, ça ira très bien. Et pour ce genre de combo, on tombe à 735 €. C'est plutôt élevé, mais relativement, ça va. Si vous faites un PC autour de 1200, 1500 €, c'est plutôt intéressant ici comme kit évolution, sachant qu'en plus le i5 roule sur tous les anciens i9 et il roule sur tous les Ryzen jusqu'au Ryzen 9 5900X. Surtout que si on compare aux configs AMD que j'ai fait, la Ryzen 5 est oui quand même beaucoup moins chère. On se retrouve ici à 150 € de moins pour le Ryzen 5, mais on a beaucoup moins de performance, hein, ça je tiens à vous le rappeler quand même. Le Ryzen 7 qui pourrait éventuellement commencer à rattraper le Ryzen 5 sur certains domaines. En streaming, ça n'a rien à voir, hein, ça on peut même pas les comparer. Et ben on serait à 700 €, 35 € de plus qu'une bonne base Ryzen 7 pour énormément de performance en plus dans la plupart des applications que vous pouvez avoir. Pour qu'il n'est pas si cher que ça au final, sachant qu'en plus j'ai même pas changé les ventirades des Ryzen puisqu'ils ont déjà des ventirades pas trop mal à la base. Sans changer les ventirades des Ryzen, c'est déjà quasiment kiff jusqu'au Ryzen 7. Et puis là par contre on va passer au gros mastodonte de chez Intel et là on va voir que c'est un peu plus discutable sur le prix. Par exemple on va voir le i7 qui lui je l'ai équipé sur une Tomahawk en DDR4 aussi, Z690 Tomahawk en DDR4 avec 2 fois 8 Go en DDR4, 3200 MHz pareil, un NHD15 pour être sûr d'être tranquille. D'ailleurs le NHD15 sur Top Achat 150 €, vous allez pas bien, dans la base c'est 110. Pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas trop. Bref, et avec ce combo on tombe ici à 1101 €. Alors là on est plutôt sur une config autour de 2000, 1500 € éventuellement, donc voilà c'est un peu plus musclé et on passe tout de suite à des budgets assez gros. Pour avoir un équivalent à ce i7, on peut prendre quasiment le Ryzen 9 5900X qui lui est certes pas autant à l'aise en streaming mais il se débrouille déjà relativement bien. Enfin, avec le Ryzen 9 j'ai mis une Strix F qui est quand même une carte mère relativement grosse en B550 et puis 16 Go de RAM toujours en 3200 MHz, donc 870 € pour le kit Ryzen 9 et 1100 € pour le kit i7. Donc voilà, on a quand même 200 € d'écart quasiment, ça fait déjà une petite marge. Certes les performances sont pas identiques mais 200 € c'est pas mal. Et puis par contre après j'essaie de vous faire un truc qui dépote vraiment, un kit qu'on voit souvent la plupart du temps, c'est-à-dire le i9 avec une belle Strix, la Strix F ou la Strix E. Là j'ai choisi la F parce qu'il y a déjà pas mal, 32 Go de RAM en DDR5 et puis un NHD15 encore pour être un petit peu tranquille sur le refroidissement. Et là par contre on tombe carrément sur un kit à 1765 €. Et là par contre chez AMD vous pouvez y aller avant de rattraper, vous pouvez même faire des PC complets avec des Ryzen 9 carrément, vous arriverez pas à ce prix là. Donc voilà, oui le prix est très élevé. Le i5 il peut être relativement intéressant, ça dépend de la carte mère que vous mettez. Vous pouvez mettre une assez bonne carte mère avec un bon i5, un kit DDR4, un bon ventirad pour pas trop cher, et honnêtement vous pouvez vous en tirer pour 700-750 € le kit évolution. C'est cher pour la plupart d'entre vous, ça je le conçois, mais ceux qui ont un peu d'argent à mettre dans un PC, c'est une bonne évolution pour pas tellement cher, hein, je trouve, hein. C'est à peu près les prix des kits des i5 d'habitude, donc c'est relativement correct je trouve. J'espère que cette vidéo, on a fait un peu le tour des Intel 12000, ça vous a plu. Moi personnellement j'ai adoré cette génération, des fois j'ai un petit peu de regret de ne pas avoir attendu peut-être,
mais dans le fond je me dis que déjà mon i7 il est plus que costaud, souvent il s'ennuie. Voilà, donc je regrette pas trop d'avoir attendu non plus, sachant que les cartes mères sont plutôt jolies mais pas non plus super abordable. Donc voilà, je regrette pas trop personnellement. Et n'hésitez pas à me dire si vous regrettez de pas avoir attendu, si vous avez échangé. Et dites-moi aussi si vous comptez passer sur un de ces Intel 12000. Voilà, c'est plutôt intéressant. J'aimerais voir un petit peu la part des gens qui aimeraient un petit peu opter pour ce genre de solution. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À lâcher la petite cloche des notifications pour regarder le Gigatech qui va être plutôt intéressant. Peut-être la semaine prochaine si je suis motivé et éventuellement la semaine d'après. Et puis abonne-toi si c'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir. Sur ce, porte-toi bien, à la prochaine. Bye les gens.